Leçon numéro 4. Les complexes pathogènes, les symptômes morbides sont liés à la sexualité infantile, l'auto-érotisme, la libido et son évolution, perversion sexuelle, le complexe d'Oedipe. Voyons maintenant ce que les procédés techniques que je viens de décrire nous ont appris sur les complexes pathogènes et les désirs refoulés des névrosés. La première découverte à laquelle le psychanalyste nous conduit, c'est que, régulièrement, les symptômes morbides se trouvent liés à la vie amoureuse du malade. Elle nous montre que les désirs pathogènes sont de la nature des composantes érotiques et nous obligent à considérer les troubles de la vie sexuelle comme une des causes les plus importantes de la maladie. Je sais que l'on n'accepte pas volontiers cette opinion. Même des savants qui s'intéressent à mes travaux psychologiques inclinent à croire que j'exagère la part étiologique du facteur sexuel. Ils me disent « Pourquoi d'autres excitations psychiques ne provoqueraient-elles pas aussi des phénomènes de refoulement et de substitution ?» Je leur réponds que je ne nie rien par doctrine, et que je ne m'oppose pas à ce que cela soit. Mais l'expérience montre que cela n'est pas. L'expérience prouve que les tendances d'origine non sexuelle ne jouent pas un tel rôle, qu'elles peuvent parfois renforcer l'action des facteurs sexuels, mais qu'elles ne les remplacent jamais. Je n'affirme pas ici un postulat théorique. Lorsqu'en 1895 je publiais avec le docteur Joseph Breuer nos études sur l'hystérie, je ne professais pas encore cette opinion. J'ai dû m'y convertir après des expériences nombreuses et concluantes. Mes amis et mes partisans les plus fidèles ont commencé par se montrer parfaitement incrédules à cet égard, jusqu'à ce que leur expérience analytique les ait convaincus. L'attitude des malades ne permet guère, il est vrai, de démontrer la justesse de ma proposition. Au lieu de nous aider à comprendre leur vie sexuelle, ils cherchent au contraire à la cacher par tous les moyens. Les hommes, en général, ne sont pas sincères dans ce domaine. Ils ne se montrent pas tels qu'ils sont. Ils portent un épais manteau de mensonges pour se couvrir, comme s'il faisait mauvais temps dans le monde de la sensualité. Et ils n'ont pas tort. Le soleil et le vent ne sont guère favorables à l'activité sexuelle dans notre société. En fait, aucun de nous ne peut librement dévoiler son érotisme à ses semblables. Mais lorsque les malades ont commencé à s'habituer au traitement psychanalytique, lorsqu'ils s'y sentent à l'aise, ils jettent bas leur manteau mensonger, et alors seulement ils peuvent se faire une opinion sur la question qui nous occupe. Malheureusement, les médecins ne sont pas plus favorisés que les autres mortels quant à la manière d'aborder les choses de la sexualité, et beaucoup d'entre eux subissent l'attitude, faite à la fois de pruderie et de lubricité, qui est la plus répandue parmi les hommes dits cultivés. Continuons à exposer nos résultats. Dans une autre série de cas, la recherche psychanalytique ramène les symptômes non pas à des événements sexuels, mais à des événements traumatiques banaux. Mais cette distinction perd toute importance pour une raison particulière. Le travail analytique nécessaire pour expliquer et supprimer une maladie ne s'arrête jamais aux événements de l'époque où elle se produisit, mais remonte toujours jusqu'à la puberté et à la première enfance du malade. Là, elle rencontre les événements et les impressions qui ont déterminé la maladie ultérieure. Ce n'est qu'en découvrant ces événements de l'enfance que l'on peut expliquer la sensibilité à l'égard des traumatismes ultérieurs. Et c'est en rendant conscient ces souvenirs généralement oubliés que nous en arrivons à pouvoir supprimer les symptômes. Nous parvenons ici au même résultat que dans l'étude des rêves, à savoir que ce sont les désirs inéluctables et refoulés de l'enfance qui ont prêté leur puissance à la formation de symptômes sans lesquels la réaction aux traumatismes ultérieurs aurait pris un cours normal. Ces puissants désirs de l'enfant, je les considère d'une manière générale comme sexuels. Mais je devine votre étonnement, bien naturel d'ailleurs. Y a-t-il donc, demanderez-vous, une sexualité infantile ? L'enfance n'est-elle pas plutôt cette période de la vie où manque tout instinct de ce genre ? À cette question, je vous répondrai non. L'instinct sexuel ne pénètre pas dans les enfants à l'époque de la puberté, comme dans l'Évangile le diable pénètre dans les porcs. L'enfant présente dès son âge le plus tendre les manifestations de cet instinct. Il apporte ses tendances en venant au monde, et c'est de ces premiers germes que sort au cours d'une évolution pleine de vicissitudes et aux étapes nombreuses la sexualité dite normale de l'adulte. Il n'est guère difficile de le constater. Ce qui me paraît moins facile, c'est de ne pas l'apercevoir. Il faut vraiment une certaine dose de bonne volonté pour être aveugle à ce point. Le hasard m'a mis sous les yeux un article d'un Américain, le docteur Sanford Bell, qui vient à l'appui de mes affirmations. Son travail apparu dans l'American Journal of Psychology en 1902, c'est-à-dire 3 ans avant mes 3 essais sur la théorie de la sexualité. Il a pour titre A Preliminary Study of the Emotion of Love Between the Sex, et aboutit aux mêmes conclusions que celles que je vous soumettais tout à l'heure. Écoutez plutôt. L'émotion sexuelle n'apparaît pas pour la première fois au cours de l'adolescence,
comme on l'a enseigné jusqu'à présent. L'auteur a travaillé à la manière américaine et a rassemblé près de 2500 observations positives au cours d'une période de 15 ans. 800 ont été faites par lui-même. Au sujet des signes par lesquels ces tendances se manifestent, il dit « En observant sans aucun parti pris ces manifestations chez 100 enfants d'un sexe et 100 enfants de l'autre sexe, on ne peut éviter de les ramener à une origine sexuelle. On pourra satisfaire l'esprit le plus critique en rapprochant ces observations de confessions d'individus ayant connu dans leur enfance ce genre d'émotions, avec une certaine intensité et dont les souvenirs sont relativement distincts. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas croire à la sensualité infantile seront particulièrement étonnés que, parmi ces enfants précocement amoureux, un bon nombre sont âgés seulement de 3, 4 ou 5 ans. J'ai réussi moi-même il y a peu de temps, grâce à l'analyse d'un garçon de 5 ans qui souffrait d'angoisse, à obtenir une image assez complète des manifestations somatiques et des expressions psychiques de la vie amoureuse de l'enfant à l'un des premiers stades. Et mon ami le docteur Jung a traité le cas d'une fillette encore plus jeune qui, à la même occasion que mon malade, trahissait presque les mêmes tendances sensuelles et les mêmes formations de désir et de complexe. Je ne doute pas que vous vous habituiez à cette idée, d'abord étrange, de la sexualité infantile, et je vous cite comme exemple celui du psychiatre de Zurich, Bleuler, qui il y a quelques années encore disait publiquement qu'il ne comprenait pas du tout mes théories sexuelles, et qui, depuis, à la suite de ses propres observations, a confirmé dans toute son étendue l'existence de la sexualité infantile. Si la plupart des individus, médecins ou non, se refusent à l'admettre, je me l'explique sans peine. Sous la pression de l'éducation, ils ont oublié les manifestations érotiques de leur propre enfance, et ne veulent pas qu'on leur rappelle ce qui a été refoulé. Leur manière de voir serait tout autre s'ils voulaient prendre la peine de retrouver, par la psychanalyse, leurs souvenirs d'enfance, les passer en revue et chercher à les interpréter. Cessez donc de douter, et voyez plutôt comment ces phénomènes se manifestent dès les premières années. L'instinct sexuel de l'enfant est très compliqué. On peut y distinguer de nombreux éléments issus de sources variées. Tout d'abord, il est encore indépendant de la fonction de reproduction au service de laquelle il se mettra plus tard. Il sert à procurer plusieurs sortes de sensations agréables, que nous désignons du nom de plaisir sexuel par suite de certaines analogies. La principale source du plaisir sexuel infantile est l'excitation de certaines parties du corps particulièrement sensibles, autres que les organes sexuels, la bouche, l'anus, l'urètre, ainsi que l'épiderme et autres surfaces sensibles. Cette première phase de la vie sexuelle infantile, dans laquelle l'individu se satisfait au moyen de son propre corps et n'a besoin d'aucun intermédiaire, nous l'appelons, d'après l'expression créée par Havelock Ellis, la phase de l'auto-érotisme. Ces parties propres à procurer le plaisir sexuel, nous les appelons zones érogènes. La succion ou tètement des petits enfants est un bon exemple de satisfaction auto-érotique procurée par une zone érogène. Le premier observateur scientifique de ce phénomène, le pédiatre Lindner de Budapest, avait déjà interprété ces faits, à juste titre, comme une satisfaction sexuelle et décrit à fond le passage de cet acte élémentaire à d'autres formes supérieures de l'activité sexuelle. Une autre satisfaction sexuelle de cette première époque est l'excitation artificielle des organes génitaux qui conserve pour la suite de la vie une grande importance et que certains individus ne surmontent jamais complètement. À côté de ces activités auto-érotiques et d'autres du même genre, se manifestent très vite chez l'enfant ces composantes instinctives du plaisir sexuel, ou comme nous l'appelons volontiers de la libido, qui exige l'intervention d'une personne étrangère. Ces instincts se présentent par groupes de deux, opposés l'un à l'autre, l'un actif et l'autre passif, dont voici les principaux. Le plaisir de faire souffrir, sadisme, avec son opposé passif, masochisme. Le plaisir de voir et celui d'exhiber. Du premier se détachera plus tard l'exhibition artistique et dramatique. D'autres activités sexuelles de l'enfant appartiennent déjà au stade du choix de l'objet, choix dans lequel une personne étrangère devient l'essentiel. Dans les premiers temps de la vie, le choix de cette personne étrangère dépend de l'instinct de conservation. La différence des sexes ne joue pas le rôle décisif dans cette période infantile. Sans crainte d'être injuste, on peut attribuer à chaque enfant une légère disposition à l'homosexualité. Cette vie sexuelle de l'enfant, décousue, complexe mais dissociée, dans laquelle l'instinct seul tend à procurer des jouissances, cette vie se condense et s'organise dans deux directions principales, si bien que la plupart du temps, à la fin de la puberté, le caractère sexuel de l'individu est formé. D'une part, les tendances se soumettent à la suprématie de la zone génitale, processus par lequel toute la vie sexuelle entre au service de la reproduction, et la satisfaction des premières tendances n'a plus d'importance qu'en tant qu'elle prépare et favorise le véritable acte sexuel. D'autre part, le désir d'une personne étrangère chasse l'auto-érotisme, de sorte que dans la vie amoureuse,
toutes les composantes de l'instinct sexuel tendent à trouver leur satisfaction auprès de la personne aimée. Mais toutes les composantes instinctives primitives ne sont pas autorisées à prendre part à cette fixation définitive de la vie sexuelle. Avant l'époque de la puberté, sous l'influence de l'éducation, se produisent des refoulements très énergiques de certaines tendances, et des puissances psychiques comme la honte, le dégoût, la morale, s'établissent en gardiennes pour contenir ce qui a été refoulé. Et lorsqu'à la puberté surgit la grande marée des besoins sexuels, ceux-ci trouvent dans ces réactions et ces résistances des digues qui les obligent à suivre les voies dites normales et les empêchent d'animer à nouveau les tendances victimes du refoulement. Ce sont les plaisirs coprophiles de l'enfance, c'est-à-dire ceux qui ont rapport aux excréments. C'est ensuite l'attachement aux personnes qui avaient été tout d'abord choisies comme objets aimés. Il y a en pathologie générale un principe qui nous rappelle que tout processus contient les germes d'une disposition pathologique, en tant qu'il peut être inhibé, retardé ou entravé dans son cours. Il en est de même pour le développement si compliqué de la fonction sexuelle. Tous les individus ne le supportent pas sans encombre. Il laisse après lui des anomalies ou des dispositions à des maladies ultérieures par régression. Il peut arriver que les instincts partiels ne se soumettent pas tous à la domination des zones génitales. Un instinct qui reste indépendant forme ce que l'on appelle une perversion et substitue au but sexuel normal sa finalité particulière. Comme nous l'avons déjà signalé, il arrive très souvent que l'auto-érotisme ne soit pas complètement surmonté, ce que démontrent les troubles les plus divers qu'on peut voir apparaître au cours de la vie. L'équivalence primitive des deux sexes comme objet sexuel peut persister, d'où il résultera dans la vie de l'homme adulte un penchant à l'homosexualité, qui, à l'occasion, pourra aller jusqu'à l'homosexualité exclusive. Cette série de troubles correspond à un arrêt du développement des fonctions sexuelles. Elle comprend les perversions et l'infantilisme général, assez fréquent, de la vie sexuelle. La disposition aux névroses découle d'une autre sorte de trouble de l'évolution sexuelle. Les névroses sont aux perversions ce que le négatif est au positif. En elles se retrouvent, comme soutien des complexes et artisans des symptômes, les mêmes composantes instinctives que dans les perversions. Mais ici, elles agissent du fond de l'inconscient. Elles ont donc subi un refoulement, mais ont pu malgré lui s'affirmer dans l'inconscient. La psychanalyse nous apprend que l'extériorisation trop forte de ces instincts, à des époques très lointaines, a produit une sorte de fixation partielle qui représente maintenant un point faible dans la structure de la fonction sexuelle. Si l'accomplissement normal de la fonction à l'âge adulte rencontre des obstacles, c'est précisément à ces points où les fixations infantiles ont eu lieu que se rompra le refoulement réalisé par les diverses circonstances de l'éducation et du développement. Peut-être me fera-t-on l'objection que tout cela n'est pas de la sexualité. J'emploie le mot dans un sens beaucoup plus large que l'usage ne le réclame, soit. Mais la question est de savoir si ce n'est pas l'usage qu'il emploie dans un sens beaucoup trop étroit, en le limitant au domaine de la reproduction. On se met dans l'impossibilité de comprendre les perversions ainsi que la relation qui existe entre perversion, névrose et vie sexuelle normale. On ne parvient pas à connaître la signification des débuts, si facilement observables, de la vie amoureuse, somatique et psychique des enfants. Mais, quel que soit le sens dans lequel on se décide, le psychanalyste prend le mot de sexualité dans une acception totale, à laquelle il a été conduit par la constatation de la sexualité infantile. Revenons encore une fois à l'évolution sexuelle de l'enfant. Il nous faut réparer bien des oublis, du fait que nous avons porté notre attention sur les manifestations somatiques plutôt que sur les manifestations psychiques de la vie sexuelle. Le choix primitif de l'objet chez l'enfant, choix qui dépend de l'indigence de ses moyens, est très intéressant. L'enfant se tourne d'abord vers ceux qui s'occupent de lui, mais ceux-ci disparaissent bientôt derrière les parents. Les rapports de l'enfant avec les parents, comme le prouve l'observation directe de l'enfant et l'étude analytique de l'adulte, ne sont nullement dépourvus d'éléments sexuels. L'enfant prend ses deux parents, et surtout l'un d'eux, comme objet de désir. D'habitude, il obéit à une impulsion des parents eux-mêmes, dont la tendresse porte un caractère nettement sexuel, inhibé il est vrai dans ses fins. Le père préfère généralement la fille, la mère le fils. L'enfant réagit de la manière suivante. Le fils désire se mettre à la place du père, la fille à celle de la mère. Les sentiments qui s'éveillent dans ces rapports de parents à enfants, et dans ceux qui en dérivent entre frères et sœurs, ne sont pas seulement positifs, c'est-à-dire tendres, ils sont aussi négatifs, c'est-à-dire hostiles. Le complexe ainsi formé est condamné à un refoulement rapide, mais du fond de l'inconscient, il exerce encore une action importante et durable. Nous pouvons supposer qu'il constitue, avec ses dérivés, le complexe central de chaque névrose,
et nous nous attendons à le trouver non moins actif dans les autres domaines de la vie psychique. Le mythe du roi Oedipe qui tue son père et prend sa mère pour femme est une manifestation peu modifiée du désir infantile contre lequel se dresse plus tard, pour le repousser, la barrière de l'inceste. Au fond du drame d'Hamlet de Shakespeare, on retrouve cette même idée d'un complexe incestueux, mais mieux voilé. À l'époque où l'enfant est dominé par ce complexe central non encore refoulé, une partie importante de son activité intellectuelle se met au service de ses désirs. Il commence à chercher d'où viennent les enfants et, au moyen des indices qui lui sont donnés, il devine la réalité plus que les adultes ne le pensent. D'ordinaire, c'est la menace que constitue la venue d'un nouvel enfant, en qui il ne voit d'abord qu'un concurrent qui lui disputera des biens matériels qui éveillent sa curiosité. Sous l'influence d'instincts partiels, il va se mettre à échafauder un certain nombre de théories sexuelles infantiles. Il attribuera aux deux sexes les mêmes organes. Les enfants, pense-t-il, sont conçus en mangeant et ils viennent par l'extrémité de l'intestin. Il conçoit le rapport des sexes comme un acte d'hostilité, une sorte de domination violente. Mais sa propre constitution encore impubère, son ignorance notamment des organes féminins, oblige le jeune chercheur à abandonner un travail sans espoir. Toutefois, cette recherche, ainsi que les différentes théories qu'elle produit, influent de manière décisive sur le caractère de l'enfant et ses névroses ultérieures. Il est inévitable et tout à fait logique que l'enfant fasse de ses parents l'objet de ses premiers choix amoureux. Toutefois, il ne faut pas que sa libido reste fixée à ses premiers objets. Elle doit se contenter de les prendre plus tard comme modèle et à l'époque du choix définitif, passer de ceux-ci à des personnes étrangères. L'enfant doit se détacher de ses parents. C'est indispensable pour qu'il puisse jouer son rôle social. À l'époque où le refoulement fait son choix parmi les instincts partiels de la sexualité, et plus tard quand il faut se détacher de l'influence des parents, influence qui a fait les principaux frais de ce refoulement, l'éducateur a de sérieux devoirs qui actuellement ne sont pas toujours remplis avec intelligence. Ces considérations sur la vie sexuelle et le développement psychosexuel ne nous ont éloignés, comme il pourrait le paraître, ni de la psychanalyse, ni du traitement des névroses. Bien au contraire, on pourrait définir le traitement psychanalytique comme une éducation progressive pour surmonter chez chacun de nous les résidus de l'enfance.